تلامذتنا الأعزاء. Donc aujourd'hui, on va traiter un contrôle continu de deuxième semestre. Donc ce contrôle est visé ou destiné aux élèves de tronc commun de la matière physique-chimie, option sciences technologies. Donc ce contrôle sera présenté par le professeur Jawad Dasbouj. Donc ce contrôle comporte 3 exercices, donc exercice de chimie et 2 exercices de physique. Donc l'exercice 1, c'est l'exercice de chimie. Donc toujours et avant de commencer à faire ou à rédiger un contrôle, il faut lire bien les données de l'exercice. Donc on dispose d'une solution aqueuse S0 de glucose C6H12O6 de volume de V0 égale 200 ml et de concentration C0 est égale de 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc quelle est la quantité de matière de cette solution ou contient cette solution? Donc la partie 1 de chimie, donc la question 1, c'est la quantité de matière. Donc la quantité de matière de la solution, donc on a une solution, c'est-à-dire que la quantité de matière dans ce cas, c'est le produit entre le volume et la concentration C0. Donc N de C6H12O6 est égal à C fois V. Donc toujours dans un contrôle, il faut mettre la relation avant l'application numérique. Donc l'application numérique dans ce cas, donc N C6H12O6 est égal à CC2 fois 10 à la puissance moins 2 fois le volume, c'est 200 fois 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire on doit transformer le volume de 200 ml en litres. Donc on obtient, c'est 2 fois 2, on va multiplier, c'est 4, 10 à la puissance moins 3 mol. C'est N de C6H12O6. La deuxième question, c'est quelle est la masse de glucose contient cette solution? C'est-à-dire, quelle est la masse nécessaire pour préparer cette solution de concentration C0 est égale de 10 à la puissance moins 2. Donc, la masse du glucose, donc on a la relation que N est égale M sur M, c'est-à-dire que N, la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, on a la quantité de matière calculée dans la question précédente. On doit déterminer la masse molaire de glucose. Donc, la masse molaire glucose, donc NC6H12O6 est égal. Donc les atomes constituants de cette molécule, c'est le carbone plus l'hydrogène plus l'oxygène. C'est-à-dire que le nombre de chaque atome, c'est ici fois, donc c'est 12 et 6. Donc on obtient 6 moins 12 plus 11 plus 12 fois 1 plus 6 fois 16. Et on obtient 180 grammes par mol. C'est la masse
molaire de C6H12O6. Donc, après le calcul de la masse molaire et la quantité de matière, on fait le lien entre ces deux paramètres, c'est-à-dire le lien entre la masse molaire et la quantité de matière. Donc, on remplace dans l'équation, dans la relation 1, M est égal, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3 fois 180. On obtient que la masse est égale à 3,6. C'est 0, pardon. 0,72. 0,72. C'est l'application numérique dans ce cas. Donc, troisième question, quelle est la concentration massique? Donc, la concentration massique en général est déterminée par deux méthodes, c'est-à-dire on a la masse molaire, on a la concentration initiale et la masse molaire, on fait le lien entre ces trois paramètres. Donc, la concentration massique, donc Cl est égal soit la masse divisée par le volume, soit la masse molaire fois la concentration molaire. Donc on obtient que Cl est égal à 0,72 divisé par le volume, c'est 200 fois 10 à la puissance moins 3, ou est égal, c'est-à-dire 180, c'est-à-dire c'est la masse molaire, fois la concentration initiale, c'est 10 à la puissance moins 2. Et on obtient que Cl est égal à 3,6 grammes par litre. C'est la concentration molaire dans ce cas. La deuxième partie, on dispose à préparer une solution à partir de la solution initiale S0. Mais la deuxième solution contient une concentration de 4 10 à la puissance 10 à la puissance moins 3. Donc, quel est le volume utilisé pour préparer à la solution? Donc, on fait toujours la relation de dilution. Donc, la relation de dilution. Donc, on a C fois V est égal à C0 fois V0. C'est-à-dire que V dans ce cas est égal à C0 fois V0 divisé par C. Donc, on remplace par l'application numérique. V est égal, donc c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois le volume 200 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 4 fois 10 à la puissance moins 3 et on obtient le volume est égal à 500 millilitres. Donc la question 5, donc quel est le volume d'eau ajouté dans ce cas? Donc le volume calculé donc, le volume calculé, on a le volume final, V est égal au volume initial de V0 plus le volume d'eau ajouté. Donc, le volume d'eau ajouté dans ce cas est égal à V moins V0. C'est-à-dire que le volume calculé c'est 500 ml moins 200, c'est-à-dire que le volume d'eau ajouté dans ce cas c'est 300 millilitres. C'est le volume d'eau ajouté. Donc, la deuxième partie de chimie a pour 4 points. Donc, pour obtenir une lumière flash, les premiers photographes faisant brûler un ruban de magnésium dans l'air, afin de réaliser la même expérience d'une manière quantitative, on fait brûler une masse, c'est-à-dire on va signaler la masse de magnésium, 2,43 de magnésium, dans un volume 1,5 de dioxygène dans un récipient et on obtient une poudre blanche collée
aux parois de récipient. C'est l'oxyde de magnésium. Donc les données, c'est la masse molaire de magnésium, la masse molaire de l'oxygène et le volume molaire. Et on obtient l'équation chimique suivante. Mg plus O2 est égal à donne MgO, l'oxyde de magnésium. Donc, réécrire correctement l'équation, c'est-à-dire on va réécrire l'équation, mais d'une façon équilibrée, c'est-à-dire on doit équilibrer l'équation dans ce cas. L'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction en général, c'est Mg en état solide plus O2 en état gazeux pour avoir le Mg en état solide. Donc pour équilibrer l'équation chimique en général, donc on doit faire ce qu'on appelle la conservation de le nombre des atomes et la conservation de charge. On n'a pas de charge dans ce cas, donc on va faire l'équilibre au niveau des atomes. Donc combien d'atomes d'oxygène dans les réactifs? Donc on observe qu'il y a 2 atomes, mais dans les réactifs, dans les produits, on a juste un seul atome. Donc on doit multiplier fois 2 pour on a équilibré l'oxygène. Donc, deuxièmement, on va équilibrer le magnésium. Donc, le magnésium, c'est 2 fois dans les produits. Donc, on doit multiplier fois 2 pour avoir équilibré l'équation. Dans ce cas, on observe qu'on a dans les réactifs 2 atomes de magnésium et 2 atomes d'oxygène. Dans les produits, il y a 2 atomes de magnésium et en même temps 2 atomes d'oxygène. Deuxièmement, déterminer la quantité de matière initiale des réactifs. Donc, les quantités de matière des réactifs. Donc, les réactifs, on a Mg, on a O2. C'est-à-dire que la quantité de matière initiale de Mg est égale. Donc, le Mg, c'est solide, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par la masse de Mg divisé par la masse molaire de Mg. Donc, relation. Mais application numérique, je signale toujours qu'il faut faire la séparation entre la relation numérique et la relation en lettres. C'est-à-dire que N initiale de Mg, dans ce cas, est égal à 2, divisé par 24,3. Et on obtient est égal, donc le N initial de Mg est égal à 0,1 mol. Deuxièmement, on va déterminer la quantité de matière de notre réactif qui est le dioxygène. Donc, N initial de O2. Donc, le O2, c'est un gaz. C'est-à-dire que la quantité de matière, dans ce cas, c'est le volume divisé par le volume molaire. C'est le volume de O2 divisé par le volume molaire. Donc, application numérique. NO2 est égal, c'est 1,5 divisé par le volume molaire, c'est 25. Donc, on obtient, c'est 0,06 mol. C'est la quantité de matière initiale de O2. Troisièmement, dresser le tableau descriptif ou le tableau d'avancement. Donc, on va dresser le tableau descriptif de la façon suivante. Donc, 3, donc c'est le tableau
Donc le tableau d'avancement en général contient l'équation chimique. L'équation chimique. Au-dessus de l'équation chimique, on a l'état et l'avancement. Donc l'équation chimique, c'est 2 fois Mg, c'est-à-dire 2 atomes de magnésium, avec O2, donc c'est-à-dire solide, gaz, pour avoir 2 fois le Mg, l'oxyde de magnésium en état solide. Donc le tableau descriptif contient juste les quantités de matière en mol. Donc, on va choisir les 3 étapes nécessaires pour l'étape initiale, l'étape intermédiaire et l'étape finale. Donc chaque état est caractérisé par l'avancement. Donc à l'état initial, l'avancement est nul. À l'état intermédiaire, c'est x. Et l'état final, c'est la valeur de x max. Donc, on va diviser le tableau descriptif de la façon suivante pour avoir 3 cas, c'est-à-dire 2 réactifs, un seul produit. Donc, la quantité de matière initiale dans ce cas, soit est initiale de Mg, soit on remplace par sa valeur calculée déjà, c'est 0,1. Donc la même chose pour l'oxygène, c'est N initial de l'oxygène, soit on s'intéresse à la valeur 0,06. Donc à l'état initial, toujours le produit est nul. Donc l'état intermédiaire, c'est 0,1 moins la valeur de x, c'est-à-dire on observe qu'il y a la disparition des produits et l'apparition des réactifs. Donc la quantité de matière des réactifs diminue, par contre des produits augmentent au fur et à mesure avec le temps. Donc c'est 0,06 moins x, donc x, 0,1 moins x max, 0,06 moins x max, c'est x max. Et on s'intéresse au coefficient stoichiométrique. Donc pour le coefficient stoichiométrique à côté de magnésium, c'est 2. C'est-à-dire chaque avancement doit être relié à la valeur de coefficient stoichiométrique. C'est-à-dire que 2x, 2x max, 1, donc 1 c'est 2 et 2x max. C'est-à-dire à l'instant t égale 0 ou à l'état initial, la quantité de matière de MgO en tant que solide produit est nulle. Mais on observe au fur et à mesure donc l'apparition de MgO et en même temps la disparition ou l'élimination de l'un des réactifs. Quatrièmement, c'est calculer ou déterminer la valeur de x max et on va déduire quel est le réactif limitant. Donc, pour déterminer plutôt la valeur de x max, la valeur de x max, donc pour déterminer la valeur de x max, on dispose que l'un des réactifs est limitant, c'est-à-dire que l'un des réactifs ou la quantité de matière de l'un des réactifs soit nulle. Donc, on va supposer que le Mg est limitant. On a 2 réactifs, on ne sait pas quel est le réactif limitant. C'est quoi le réactif limitant? C'est-à-dire que sa quantité de matière à l'état final doit être nulle. C'est-à-dire que 0,1 moins 2x max égale 0. Donc x max dans ce cas est égal 0,1 divisé par 2 est x. On va l'appeler x1 max, c'est-à-dire que la valeur maximale pour le premier réactif, c'est 0,05 mol. Deuxièmement, on va disposer que le deuxième réactif est un réactif limitant.
Donc, on suppose que O2 est limitant. C'est-à-dire que 0,06 moins x max est égal à 0. C'est-à-dire que x2 max, la deuxième valeur de x max, est égale à 0,06 mol. Donc, on a deux valeurs x max, une valeur égale 0,05 et une valeur égale 0,06. Mais quel est le réactif limitant? On fait la comparaison entre x1 max et x max 2 et on va choisir la valeur la plus petite. On a x1 max qui est inférieur à x2 max. Donc, la valeur de x max est la valeur la plus petite, 0,05 mol. C'est la valeur la plus petite. Deuxièmement, pour déterminer le réactif limitant, c'est le réactif correspond à la valeur de x max. Dans ce cas, c'est le magnésium. Donc, le réactif limitant est Mg. C'est le réactif limitant. Dernièrement, donner la quantité de matière ou le bilan de la matière dans l'état final. Donc, le bilan de la matière à l'état final. Donc, pour déterminer les valeurs de la quantité de matière à l'état final, donc on revient toujours au tableau descriptif, au tableau d'avancement, mais on travaille toujours à l'état final. C'est-à-dire qu'on va remplacer chaque expression de x max par sa valeur. Donc, on a la quantité de matière finale de Mg est égale, c'est 0,1 fois moins 0,05 fois 2 est égal à 0. Pourquoi égal à 0? C'est le réactif limitant, c'est-à-dire que sa quantité de matière à l'état final doit être nulle. La quantité de matière finale de O2 est égale, c'est 0,06 moins 0,05 est égal à 0,01 mol. Par contre, la quantité de matière finale de produit formé, MgO, c'est 0,05 fois 2 est égal, c'est 0,1 mol. C'est la quantité de matière à l'état final. Mais on observe toujours que le réactif limitant, sa quantité de matière à l'état final égale 0, c'est-à-dire est nul. Donc, quel calcul ou la détermination de la chimie, on va passer à l'exercice 1 de physique. C'est physique 1. Donc, les exercices de physique sont divisés en deux parties, c'est-à-dire physique 1 et physique 2. Donc la physique 1, c'est 7 points, et on va considérer le schéma suivant, c'est-à-dire qu'un schéma ou un branche AB contient des conducteurs ohmiques, soit en série, soit en parallèle, et on va les déterminer, c'est quoi la résistance équivalente. Donc la question a donné la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm. Donc on considère toujours un conducteur ohmique de résistance R et de deux bornes A et B. Donc, le conducteur ohmique est caractérisé par une résistance R, traversée par le courant électrique I, et entre les deux bornes, il y a une tension U, c'est-à-dire UAB. Donc, c'est-à-dire que UAB, donc, la relation entre
la tension aux bornes de ce conducteur avec l'intensité de courant qui traverse le conducteur ohmique, c'est la résistance ou la proportionnalité, c'est le facteur ou le coefficient physique, c'est la résistance. Donc, U est égal à R fois I. C'est ce qu'on appelle loi d'Ohm. Deuxièmement, déterminer ou calculer la quantité, plutôt la résistance équivalente entre ces résistances ou ces conducteurs ohmiques. Donc, avant de faire les calculs dans ce cas, je dispose à faire le schéma A. R1, R2, R3, R4, R5. Donc, pour déterminer la résistance équivalente dans cette branche, on doit déterminer la résistance équivalente entre les deux conducteurs R3 et R4. Donc, je vais nommer la résistance équivalente entre R3 et R4. Les deux résistances R3 et R4 sont branchées en série, c'est-à-dire que je vais nommer c'est R1 équivalente est égal, normalement, R3 plus R4. Et on va déterminer la résistance équivalente entre R1 et R2. Les deux résistances ou les deux conducteurs ohmiques sont branchés en parallèle, c'est-à-dire que la résistance équivalente entre R1 et R2. Donc les deux conducteurs ohmiques sont branchés en parallèle. Dans ce cas, l'inverse de la résistance de l'équivalent, c'est-à-dire la résistance entre les deux, est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à R2 plus R1 divisé par R1, R2. C'est-à-dire que la résistance équivalente dans ce cas est égale à l'inverse, c'est-à-dire que R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Dans ce cas, la branche AB devient de la façon suivante, c'est-à-dire que A, la résistance 2 équivalente entre et la résistance 1 équivalente dans ce cas avec R toujours 5. C'est B, A et B. Donc on observe que R2 équivalent à R1 équivalent devient en série. C'est-à-dire qu'on va calculer, on va déterminer la résistance équivalente dans ce cas. La résistance équivalente entre R1 équivalent et R2 équivalent. Donc, je vais l'appeler R3 équivalente, c'est-à-dire que les deux distances sont branchées en série, c'est-à-dire qu'il est égal à R1 équivalente plus R2 équivalent. Et on va remplacer chaque expression, ou chaque résistance équivalente par son expression. C'est-à-dire qu'il est égal à R3 plus R4 plus R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. C'est la résistance R3. Dans ce cas, la branche AB devient AB avec R3 équivalente avec
R5, c'est la branche B. Donc, dans ce cas, la résistance R3 avec R5 devient en parallèle. Donc, la résistance équivalente de cette branche ou ce circuit, la résistance équivalente R équivalent est égal, les deux en série, c'est-à-dire que 1 sur R équivalent est égal 1 sur R3 équivalente plus donc 1 sur R5 est égal, c'est R3 équivalente plus R5 divisé par le produit entre R équivalente 3 et R5. Donc, pour calculer ou déterminer la valeur de la résistance équivalence, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire l'inverse de cette expression, c'est-à-dire que la résistance équivalente, dans ce cas, est égale, c'est R3 équivalente fois R5 divisé par R3 équivalente plus R5. Et on va remplacer R3 équivalente par son expression et on va faire l'application numérique. C'est-à-dire que R équivalente dans ce cas est égal, c'est-à-dire R équivalente c'est R3 plus R4 plus R1, R2 divisé par R1 plus R2 plus R5 et R1 plus R2 plus R1 R2 divisé par R1 plus R2, le tout fois multiplié fois R5. C'est l'expression littérale de la résistance équivalente. L'application numérique, si on va faire l'application numérique, on obtient que la résistance équivalente donc, troisièmement, donc on relie ces résistances ou ces conducteurs ohmiques avec un générateur, c'est-à-dire que 1, 2, 3, donc un générateur et avec la somme de c'est un générateur et la somme de la résistance équivalente des conducteurs ohmiques. Donc, on obtient, la première question, c'est déterminer le courant électrique qui circule dans le circuit électrique. Donc, le courant, ou l'intensité de courant électrique, donc, I, donc, selon la loi d'Ohm, on a U est égal R équivalente fois I, donc I est égal U, c'est-à-dire la tension en borne de générateur divisé par la résistance équivalente. Dans ce cas, on obtient application numérique que I est égal, donc la valeur de la tension est égale 5,2 divisé par 37 est égal 0,14 ohm. C'est la valeur de l'intensité de courant qui traverse le circuit électrique. Donc, la troisième question, c'est calculer l'intensité I5 qui traverse le résisteur R5. Donc, on a l'intensité I5. Donc, on a R5 avec le générateur, même avec les autres résistances, c'est-à-dire si on considère R1 équivalence avec R2 équivalence, c'est-à-dire que pour
le lien avec la résistance équivalence, avec toujours la présence de générateur, R5. Donc, le conducteur ohmique R5 avec le générateur sont branchés en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont la même tension, c'est-à-dire que U est égal à R5 fois I5, c'est-à-dire que I5 dans ce cas est égal à U divisé par R5. Application numérique, on obtient I5 est égal à 5,2 divisé par 50. La valeur de la résistance équivalente dans ce cas est égale à 0,1 ampère. C'est l'application numérique. La quatrième question, ou la cinquième question, c'est on déduire la tension E3 et E4, c'est-à-dire les tensions en borne de quoi? En borne de R4, R5. Sachant que la tension, en général, en borne des deux conducteur, est égal plutôt la somme des deux tensions, c'est-à-dire la tension R4, R3 avec R1 ou R2, car R1 et R2 sont branchés en parallèle. Donc, quatrièmement, les tensions U4 est égal à R4 est égal à R4 fois I4. Et la tension T3 est égale à R3 fois I3. Donc, les deux conducteurs R3 et R4 sont branchés en série, c'est-à-dire qu'ils ont traversé par la même intensité de courant électrique. Donc, E3 et E4 sont les mêmes. Je vais les déterminer, on va les déterminer à partir de la loi du nœud. Donc, selon la loi du nœud, on a l'intensité de courant électrique I dans la branche 1 se divise en I5 et avec E3 en I4. Donc, I est égal à I5 plus I3. Donc, I3 dans ce cas est égal donc I3 est égal à I moins I5. Donc, cinquièmement, c'est déterminer les tensions U1 et U2. Donc, on a I3 et I4 et on a U, c'est-à-dire la tension selon la loi de l'association ou la somme des tensions est égale, U est égal, normalement U1 plus E3 plus E4. Donc, on va calculer U, donc, on a selon la loi de tension, donc U1 est égal à U moins U3 moins U4. Et on continue selon l'application numérique. Application numérique, U1 est égal à 1,12 volts. Donc, on observe dans la branche que R1 et R2 sont branchés en parallèle. Donc, la tension, dans ce cas, ils ont la même intention. C'est-à-dire que U1, donc, le conducteur R1 et R2 sont en parallèle. Donc, U1 est égal à U2 est égal à 1,12 volts. On a déduit les deux valeurs de tension U1 et U2. Donc, septièmement, la dernière question, on va déduire ou déterminer l'intensité de courant I2, c'est-à-dire qui traverse R2. Donc, on a la tension au borne de R2 et on a en même temps la valeur de la résistance. Donc, selon
selon la loi. Donc, U2 est égal à R2 fois I2. Donc, I2 est égal à U2 divisé par R2. Donc, application numérique dans ce cas. Donc, I2 est égal à 1,12 divisé par la valeur de la résistance dans ce cas, c'est R2, c'est 13. On obtient I2 est égal à 0,08 ohm. Donc, on a terminé l'énoncé de physique 1 et on va passer au physique 2. Donc, physique 2 comporte de faire le lien entre un dipôle passif et un dipôle actif. Donc, on considère un générateur G de force électromotrice E et un résisteur de résistance R. Donc, les caractéristiques courant intensité ou intensité de courant tension, soit de générateur, soit de résisteur, est donnée dans la figure suivante. C'est donc la variation de Q en fonction de l'intensité I. Donc, quelle est la convention d'orientation utilisée pour tracer les deux caractéristiques, c'est-à-dire le lien entre l'intensité la physique 2. La question 1, donc par convention, laquelle convention d'orientation utilisée pour tracer le tracé des deux caractéristiques. Donc pour le générateur, donc un générateur caractérisé par deux pôles P plutôt N négatif et B positif. C'est-à-dire que le courant électrique traverse ce pôle positif vers le pôle négatif et UPN, c'est-à-dire les deux, soit la tension et l'intensité, elles ont le même sens. Par contre, pour le résisteur de résistance R, donc on obtient que A, par exemple, B de R, donc si le courant traverse dans ce sens, donc UAB pour la tension, dans ce cas, c'est dans le sens inverse. Donc, le premier, c'est le générateur, ça a créé le courant électrique. Par contre, le résisteur, c'est un récepteur qui reçoit le courant électrique. Donc, dans l'équation caractéristique de résisteur, deuxièmement, l'équation caractéristique, c'est la loi d'Ohm. Caractéristique des résisteurs. Résistance, c'est la loi d'Ohm. Donc, dans ce cas, U de L est égal à R fois I. Donc, on va déterminer plutôt la résistance par, donc R est égal à UPL divisé par I. C'est la relation. Et pour déterminer la valeur en application numérique, on va choisir. Donc, pour déterminer la résistance, selon la courbe, on choisit deux points quelconques. Par exemple, je vais choisir le point, ce point-là. Donc, le point est caractérisé par une tension est égale à 1 et avec une intensité de courant égale 250. C'est-à-dire que R est égal à 1 divisé par 250 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, R est égal à 8 ohms. La valeur déterminée. Donc, troisièmement, c'est déterminer la force électromotrice. Donc, la force électromotrice, donc, c'est quoi? Normalement, pour un générateur UPN, donc UPN est égal à E moins R fois I. C'est-à-dire que lorsque la valeur de l'intensité de courant égale 0, donc UPN égale E. Donc, si on a UPN est égal à E moins R fois I, donc si I est égal à 0, dans ce cas UPN est égal à E. Donc,
E est égal, on détermine la valeur de la force électromotrice à partir de l'apport, c'est ce point. Donc est égal presque 6 volts. Donc E est égal 6 volts. Donc la distance interne R. Donc la résistance interne R est déterminée par, c'est le coefficient directeur par la valeur absolue de delta U divisé par delta I. Et on va choisir 2 points, c'est-à-dire 2 points de la valeur de I et 2 points de la valeur de I. C'est-à-dire que je vais choisir 6, c'est la valeur de la valeur, moins 6 avec moins 0. Et je vais choisir un autre point, c'est caractérisé par 500 ml et 500 milliampères. 500 milliampères et avec 5 volts. C'est 5 et 200 fois 10 à la puissance moins 3. Et on va obtenir une valeur de 2 ohms. C'est-à-dire que la résistance interne égale 2 ohms dans ce cas. Donc, UPN, la tension au bord de générateur est égale à 6 moins 2 fois I. C'est la fonction caractéristique de générateur. Par contre, la tension au bord de résisteur est égale à 8 fois I. C'est la fonction caractéristique de résisteur. Quatrièmement, c'est le point. Les caractéristiques viennent du point de fonctionnement. C'est IF et UF. Donc, ces deux valeurs sont déterminées à partir de la courbe. Donc, on observe qu'il y a la fonction caractéristique des résisteurs, c'est une fonction de croissance. Par contre, la fonction caractéristique des générateurs, c'est une fonction de décroissance. Donc, les deux caractéristiques ou les deux fonctions se rencontrent dans un seul point. Donc, le point d'intersection entre ces deux caractéristiques représente ce qu'on appelle le point de fonctionnement. C'est-à-dire, on détermine ce point et à partir de laquelle on va faire la projection sur la valeur de la courbe des abscisses pour déterminer la valeur de I, c'est-à-dire 250, 500, 750 et 1000. C'est-à-dire que la valeur de IF est égale à 1 ampère. Par contre, la valeur de la tension, on va faire la projection de ce point d'intersection sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4 est égal à 4 volts. C'est le point de fonctionnement, ou les coordonnées du point de fonctionnement pour la rencontre des deux caractéristiques, soit un générateur, soit un récepteur. Et merci mes élèves.